Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la première heure. Bonsoir Nathan Dever. Bonsoir Pierre. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Et bonsoir à vous Thierry Breton. Bonsoir. Premier invité d'Europe 1 Soir. Merci d'être avec nous, ancien ministre, ex-commissaire européen au marché intérieur. Une partie de la classe politique salue le plan présenté par François Bayrou. Une autre le critique. Dans quelle catégorie vous situez-vous ? Bien dans la catégorie de ceux qui ont déjà présenté des budgets pour la nation et qui savent que l'acte auquel s'est livré le Premier ministre il y a 2 jours est un acte politique. C'est pas un budget, c'est un acte politique. C'est-à-dire ? Il a porté devant nos concitoyens, devant la représentation nationale, les représentations nationales, une proposition de budget pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Et donc, c'est un acte politique, c'est en aucun cas, évidemment, des décisions, mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que il faut faire la distinction entre, évidemment, l'atterrissage et les messages qui sont véhiculés par un budget. Et dans la période où on le présente, évidemment, on présente des messages. Alors, quels sont ces messages ? Mais c'est de la politique. Vous dites c'est un discours politique, c'est un discours de politique, j'allais dire politicienne, électorale, ou est-ce que c'est un acte de politique de la nation ? C'est un acte politique avec un grand P. C'est un acte politique tel que la politique doit être. Voilà les propositions qu'il fait, lui qui est là pour représenter l'exécutif, notre exécutif. Voilà les propositions qu'il porte pour pouvoir faire face à la situation que nous connaissons et qu'il a, je crois, assez bien décrite. Donc c'est ça, ou sinon c'est la dégringolade. Non, mais la dégringolade, Pierre de Villeneuve, on y est déjà. Oui, mais bon, il y a plusieurs stades. Mais il a pris le... Mais on est pour moi, et vous le savez, puisqu'on se connaît depuis fort longtemps, vous le savez bien. Je ne cesse de le dire. On est déjà de l'autre côté. On est déjà plus qu'au pied du mur. Donc lui, il a dit qu'on était au bord de la falaise. Mais bon, écoutez... Donc vous dites qu'on est déjà, on a passé la falaise. Il y a 20 ans, je le dis avec les jeunes qui nous entourent, que je regarde à l'instant pour les téléspectateurs. Il y a 20 ans, je ne sais pas où vous étiez. Moi, je sais que j'étais ministre des Finances. Ce n'est pas du reste, j'en tire aucune gloire. Si ce n'est que j'avais demandé un rapport qui s'appelait le rapport Pébro, parce que je souhaitais désendetter la France déjà. J'estimais, voyez-vous, du nom qu'à 1200 milliards d'euros de dette, nous étions déjà dans une situation très difficilement tenable. Et donc, on avait mis sur pied une politique de désengagement. J'en tire aucune gloire. C'est juste pour vous dire que c'est faisable. Et en même temps, on avait fait une pédagogie gigantesque, grâce à Michel Pébro, avec une commission qui était transnationale, pour expliquer pourquoi il fallait le faire. Depuis, on a multiplié par 3 la dette, et on est maintenant vraiment dans une situation qui n'est plus durable. Donc, je crois du reste que ce qui serait intéressant dans le sondage auquel vous venez de faire référence dans votre présentation, Pierre de Villeneuve, 87% des Français pensent que le budget de François Bayrou va nuire à leur pouvoir d'achat. Et je pense, j'espère, je souhaite que 100% des Français savent désormais, 100%, que notre modèle social, que le système qui a été fondé depuis le CNR, le Conseil national de la résistance, qui a fondé, je dirais, notre État, qui a fondé notre système de fonctionnement ensemble, il est plus tenable. J'espère que 100% des Français l'ont compris. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, en 2025, on va encore créer 185 milliards de dettes. 185 milliards de dettes supplémentaires, tout simplement parce que on dépense plus que ce qu'on gagne. Qu'est-ce qu'on gagne, au fond, nous, la France ? Et qu'est-ce qu'on dépense ? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on dépense ? On dépense 1700 milliards d'euros par an. C'est ça, la machine France, si vous me permettez cette expression triviale. Tout, pour faire fonctionner la nation. Dont 900 milliards de dépenses sociales. Pratiquement 1000 milliards. Oui. 350 milliards pour le fonctionnement de l'État. Quand on dit l'État, trop d'État, oui, il faut mieux d'État. C'est 350 milliards. Tous les fonctionnaires, les forces de police, les infirmiers, les hôpitaux, les écoles, les professeurs, c'est 350 milliards. Notre vivre ensemble, cet État qui fait tout pour nous, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire la sécurité sociale et nos retraites. Et puis 250 milliards pour les collectivités locales. Ça veut donc dire que pour notre vivre ensemble, cet État que nous on est tous très attachés à nos systèmes de sécurité sociale, c'est 3 fois plus que le fonctionnement de l'État. Et alors, on va nous dire qu'on n'arrive pas à trouver 40 milliards d'économies dans 1700 milliards. Alors je vais vous dire une chose. Si c'est la réalité,
alors la France est très mal partie. Et je crains que ce soit la réalité quand je vois les discussions des uns et des autres. Oui, mais à ce titre-là, Monsieur Breton, le plan de François Bayrou ne règle aucun problème. Il ne fait pas vraiment d'économies. On est seulement à 21 milliards en réalité de vraies économies, sinon c'est des hausses d'impôts déguisées. Et on sait que les meilleurs économistes les plus reconnus vous disent qu'il faudrait un plan d'économie de 150 milliards si on voulait vraiment être dans la bonne voie. 40 milliards, on n'est même pas un gros quart de l'effort. Mais monsieur, vous pensez que la méthode pour rééquilibrer, c'est une méthode avec une tronçonneuse à la Elon Musk, ou vous pensez qu'il faut plutôt qu'on propose un parcours, d'abord, qu'on fasse de la pédagogie, comme on l'avait fait avec Michel Pembroux, pour que nos concitoyens juste comprennent que quand on va chez le pharmacien et qu'on a sa carte vitale, vous voyez, chasseur, c'est pas une carte de crédit où on peut tirer sans fin. Que derrière, enfin, c'est pas moi qui ai fait le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que c'est nous qui payons. Mais ça date les Français, on leur a aussi permis de croire que il y avait un quoi qu'il en coûte, qu'il y avait de l'argent magique et que finalement. Ça c'était avant. Maintenant, il faut faire face à cette. Si ça datait qu'il y a 2 ans. Mais hélas. Oui, mais hélas, je veux dire, à un moment donné, on va faire de la pédagogie pendant combien d'années avant de redresser ce pays? Ah, ben voilà. Eh bien voilà, vous nous le dites. Eh bien, c'est pour ça qu'encore une fois, quand on regarde encore une fois, je suis pas là pour défendre quiconque, je suis là encore une fois pour dire ce que je sais. À froid. Ce que je sais, à froid, de la situation dans laquelle nous sommes. Et qui, je ne cesse de dire qu'elle est intenable. Et qu'il faut évidemment engager la France. D'abord, sur une compréhension que cet État qui fait tout, c'est plus possible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pas de tronçonneuse, pas de Milei, pas d'Elon Musk, un plan à la Pébro, qui était à l'époque, rappelons-le, pour les jeunes générations, le patron de la BNP Paribas. Mais qui avait piloté une commission qui était transpartisane. Exactement. Mais je pense sincèrement que c'est faisable, mais qu'on ne pourra pas le faire. Il faut un plan à 10 ans, vous voyez. Parce que la situation telle qu'elle est, c'est un parcours. L'économie, c'est des parcours. L'économie, c'est pas des chocs comme ça. Donc je comprends votre question. Mais c'est pour ça que ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, on peut toujours rêver à la veille des départs en vacances. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été fait maintenant. On rêve quand on est jeune. Mais pas que quand on est jeune. Laissez-nous rêver, je te reste. C'est très important d'avoir encore une fois la capacité de proposer des chemins. Et d'abord donc de comprendre vraiment la situation dans laquelle nous sommes. Et je vous assure que moi, je suis comme vous du reste, quand on parle, quand on dit à nos concitoyens, mais vous savez que on dépense 3 fois plus pour notre protection sociale que pour faire marcher l'ensemble de l'État. Mais beaucoup d'entre eux le découvrent, et c'est peut-être parce qu'on leur a pas assez expliqué. Je vais vous donner 2 exemples qui sont intéressants. On vient de décider, qu'on le veuille ou non, qu'on allait augmenter nos dépenses militaires de défense. 3 milliards et demi, la première année, 3 milliards. Ça, c'est rien, mais c'est surtout la trajectoire, puisque je parle de trajectoire. L'économie, c'est des trajectoires. Et donc, cette trajectoire qui a été annoncée, c'est 3,5% du PIB en 2035, puisque c'est l'engagement qui a été pris en tant que membre de l'OTAN. Faut suivre. 2035, aujourd'hui, on dépense 50 milliards. Et donc, il suffit de faire les calculs et les projections. Ça veut dire qu'en 2035, on sera à 100 milliards. C'est ce que j'appelle une dépense contrainte. Une dépense qui, je crois, sur laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord. Prenons une autre dépense contrainte, qui, hélas, celle-là aussi, elle est certaine. Les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette aujourd'hui, c'est 50 milliards. Et si vous faites la projection, a dit Monsieur Lombard, en fin d'année. Si vous faites les projections, 100 milliards on sera à 100 milliards en 2035. C'est ça. 35, exactement. 2030 même. 2035. Donc alors, c'est parce qu'évidemment, il faut quand même prendre des je suis conservateur. Donc oui, je suis pas trop agressif. Ça veut dire que vous avez déjà, rien que sur ces 2 postes, je rappelle pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, 350 milliards pour l'État. Vous avez déjà 200 milliards en trajectoire, qui sont certains, à un horizon de 10 ans. Ça veut dire que dans 10 ans, on n'aura plus que la moitié du budget pour payer les professeurs, les infirmières, les médecins, les juges, les policiers. Vous voyez donc bien que c'est pas possible. Parce que ça, c'est certain, ce que je viens de vous dire. Donc, où il faut aller piocher? Il faut aller piocher, précisément, dans cette poche de 1000 milliards. Alors, il faut pas le faire. Il faut pas le faire en disant, je prends 200 milliards tout de suite. Il faut engager un chemin et s'y tenir. Et c'est vrai que... Et c'est ce que propose François Bayrou, selon vous? Mais attendez, c'est pour ça que je vous dis, c'est un message politique. Et quand il dit, c'est intéressant parce qu'il peut prendre un certain nombre d'éléments qui sont évidemment sujets à discussion, voire à controverse. Et je pense qu'il l'a fait exprès, c'est un politicien qui est assez aguerri, on va dire plutôt, je vous laisse madrer. Monsieur de Villeneuve et moi, on dit plutôt aguerri parce que, c'est comme ça. Mais ça veut dire la même chose. On veut dire la même chose. Et on veut dire la même chose, effectivement. Et évidemment, et quand il va dire
quand il va dire évidemment qu'il faut redonner 2 jours fériés, reprendre 2 jours fériés, il sait bien que ça va faire polémique, et ça fait polémique. Mais derrière, quel est le message qu'il envoie? Il envoie un message simple. Je crois qu'il a été compris, celui-là. Il faut aussi qu'on travaille davantage. L'ensemble du reste de la masse de travail, que ce soit l'entrée dans le secteur, dans le monde du travail, que ce soit la sortie, un peu plus, dans la semaine, dans le mois, il est évident qu'à partir du moment où le travail supporte la protection sociale, ça veut dire que plus on travaille, plus on peut le faire. Vous voyez, il y a plein de petits messages comme ça. Il y a trop de fonctionnaires. Donc à partir de 2027, alors, un fonctionnaire sur 3 qui n'est pas. C'est peanuts. Un message simple. C'est pas peanuts. Attendez, pardon. Je vais vous poser la question. Attendez, il vient de dire. Non, c'est intéressant. Oui, mais vous allez lui répondre après la pause parce que moi aussi j'ai un message simple. C'est la pause. Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Toujours avec Nathan Dever, Jules Torres et l'ancien ministre de l'économie, ancien commissaire européen Thierry Breton, avant de reprendre nos discussions sur le budget et sur cet acte politique tel que vous le dites, Thierry Breton, à propos de François Bayrou, la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Un commentaire là-dessus, vous qui avez à l'époque étiez à la tête d'une grande entreprise quand il avait été mis en prison? Oui, j'ai compris cette libération était assortie du fait qu'il devait quitter le territoire national. Ne plus jamais y revenir. Où il avait précisément sévi, donc je crois que c'est une bonne chose. Nathan Dever, vous vouliez interroger Thierry Breton. Oui, j'avais une question en vous écoutant, parce que je vous écoute avec beaucoup d'intérêt faire ce portrait, cette fresque à la fois alarmiste mais lucide de la situation vraiment critique de l'économie française. Vous avez répété à plusieurs reprises le mot de pédagogie. Étymologiquement, pédagogie, c'est l'éducation des enfants. Ça suppose qu'il y ait dans l'opinion publique quelque chose qui ne soit pas à vous écouter dans la lucidité qu'un adulte pourrait avoir, entre guillemets, face au réel. Alors vous avez rappelé qu'il y a 20 ans, vous alertiez déjà sur les dangers de l'endettement. François Bayrou le faisait aussi il y a 20 ans. Qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'on ait attendu d'être au pied du mur ou au bord de la falaise pour poser vraiment, dans des termes lucides, la question dramatique de l'endettement, de l'explosion du déficit et donc de la fragilité de l'économie française? Pourquoi on n'a pas parlé avant? Et pourquoi ça n'a pas été écouté avant par l'opinion publique? Je crois qu'on va dire qu'on en a parlé avant parce que tous les termes, encore une fois, du débat figurent in extenso dans le rapport Pébro et dans la communication qui en a été faite à l'époque et qui a été reprise, vous avez raison, ensuite, en 2007, par François Bayrou, qui s'est appuyé du reste sur ses travaux pour en faire précisément un des éléments de son action politique. Hélas, je le dis hélas, mais sans tirer d'autres jugements que ce que je vais dire, Nicolas Sarkozy ne partageait pas cette nécessité, et entre 2007 et 2012, la France a connu la période où elle s'est le plus endettée de son histoire. Il y a eu une crise financière, surtout en 2008. Il y a eu une crise partout, et là, pour vous donner des chiffres, Pierre de Villeneuve, quand je quitte Bercy, l'endettement de la France était à 62%, celui de l'Allemagne à 67%. Oui, bien entendu. 62 pour la France, 67. La crise, elle est des deux côtés du Rhin. Nous, on va monter à 85%. L'Allemagne à 72. C'était la même crise. Donc, entre les 5 années, effectivement, du quinquennat Sarkozy, ça a été 25 points de PIB, là où d'autres ont fait 10. Et c'est à ce moment-là qu'on diverge. Des pays comme l'Espagne ou la Grèce ont connu une situation encore plus compliquée. Oui, mais ils s'en sont sortis. Parce que nous, on a continué. Alors, pour répondre à la question... En fait, ce que dit Nathan est important et intéressant. C'est-à-dire qu'il y a eu cette période-là, 2007 et 2012, mais il y a eu cette période... Alors, je pense que Nathan faisait référence à la période du quinquennat, du double quinquennat de M. Macron. Alors d'abord, on va parler encore une fois des chiffres, parce qu'ils illustrent assez bien, et ensuite on va venir peut-être au fond, c'est mon analyse du propos pour répondre à votre question. J'ai calculé l'endettement par année de chacun des présidents de la Ve République, en commençant par Giscard. Et celui qui a fait le plus, c'est Sarkozy, 5 points de PIB par an pendant son quinquennat. Ensuite, c'est Hollande, 2,4 points de PIB par an pendant les 14 ans de son double septennat. Ensuite, c'est Macron et... pardon, j'ai dit Hollande, oui, j'ai voulu dire Mitterrand, excusez-moi. Ensuite, ça a été Macron et Hollande, Macron et Hollande, oui, tous les deux, avec exactement le même chiffre, 1,6 par an, et ensuite Giscard et Chirac, qui ont fait 1 point par an. Donc si je dis ça, ça veut dire qu'effectivement, tout le monde, à des degrés divers, y a participé. Mais en ayant essayé de remonter, parce que l'intérêt de la dette, quand on analyse la dette, c'est un peu comme quand on fait de la géologie,
on voit les strates et on voit ce qui s'est passé. Et on peut mettre des noms derrière, on peut mettre aussi des faits souvent. En 1981, la dette de la France est de 20% par rapport au PIB. Lorsque Mitterrand va quitter ses fonctions, 14 ans plus tard, la dette de la France est de 54 points de PIB. Il a augmenté donc de 34 points de PIB. Et au fond, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous vous souvenez, Mitterrand va nous dire, il veut, la gauche arrive au pouvoir, très bien, et la gauche veut donc mettre sur pied des réformes sociales. Il fallait son 36, il fallait ses congés payés. Et qu'est-ce qu'on va inventer pour les congés payés? Alors que Mitterrand ne s'attendait pas à prendre le pouvoir. Il l'a pris, on se souvient comment. Il va inventer la réduction du temps de travail. Et quelque part, il va dire, ben voilà, moi, mon septennat, ça va être, je suis le président socialiste qui va apporter la réduction du temps de travail comme une conquête sociale, vécue comme une conquête sociale à mes concitoyens. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à baisser l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, qu'on commence à parler de réduction du temps de travail, qu'on va aller jusqu'aux 35 heures. Et vous vous souvenez, à l'époque, il y avait même un ministre du temps libre. Oui, du temps libre. Parce que l'éphémère monsieur Henry, que Coluche appelait le ministre du temps perdu à un fric fou. Oui, et ce ministre, on avait tellement de temps libre qu'il fallait donc que maintenant l'État même nous l'organise. Mais surtout, on a fait croire à ce moment-là, on a dit, bah tiens, il y a une troisième voie. Il y a une singularité française. Et on n'est pas complètement communiste ou socialiste, on n'est pas complètement libéraux ou capitaliste, on a une troisième voie, c'est celle du travailler moins pour gagner au moins autant, voire plus. Et on a fait croire aux Français que c'était vraiment cette spécificité française, cette troisième voie. Sauf que comment on a financé ça? Parce que évidemment la productivité et la compétitivité n'ont pas permis de le financer par l'endettement. Et c'est à ce moment-là qu'on va inventer l'endettement pour financer un acquis social. Faisant croire en s'inspirant aux Français, d'une certaine manière. croire aux Français qu'on avait trouvé finalement une singularité qui n'était qu'une singularité politique, alors que c'était en fait un usage dévoyé de la dette pour financer du fonctionnement courant. Et personne n'a eu le courage de faire l'arragionamento des années Mitterrand. Il faut le dire, il y a peut-être eu des choses bien, mais il y a eu vraiment ceci. On a pris ça ensuite comme un acquis. Et rediscuter cet acquis. C'est pour ça que je dis pédagogie, appelez-le comme vous voulez, discussion. Il faut vraiment expliquer que, voilà, c'est peut-être notre histoire. On a peut-être été laxiste, on l'a laissé aller, mais maintenant, il faut revenir là-dessus et redire que ça, c'est plus possible, parce que financer notre bien-être, quel qu'il soit, du reste, quand on parle de bien-être, les Français estiment qu'en plus, c'est pas du bien-être. C'est toute une série Thierry Breton, ça veut dire qu'on revient quoi? On change la retraite, on met de la capitalisation. Bien sûr, on revient à une durée du travail qui n'est plus de 35 heures par semaine. Il y a tout un éventail. Et bien, vous reprenez finalement par votre intervention à l'instant exactement ce que je disais. Du rapport Pébro. Non, pas que le rapport Pébro. Quand vous regardez les petites briques, les petits clignotants qu'a indiqué le Premier ministre dans sa présentation, eh bien, chacun veut dire quelque chose et dit qu'il faut ouvrir un chantier dans ce domaine-là, parce qu'on ne pourra pas. La partition est ouverte. Éric Lombard aujourd'hui a dit que tout était possible, que la négociation. Vous imaginez ce que ça va être? C'est comme quand vous faites un dîner à 12, personne n'est d'accord sur la date, ni sur le plat, ni sur le truc. C'est ce qu'on dit systématiquement quand on est en démocratie et quand on présente un budget, puisque bien entendu, c'est l'exécutif qui présente la copie, mais celle-ci est votée par les co-législateurs. Donc c'est évidemment ce qu'on dit, ça date pas d'aujourd'hui. Ça s'appelle la démocratie. Alors, il y a aussi des démocraties où on est plutôt des autocraties. Quand Donald Trump va présenter son One BBB, son One Big Beautiful Bill, il va dire take it or leave it. Bon, voilà, prenez-le ou on lave. Est-ce que c'est pas ce qu'il faut aujourd'hui dans nos démocraties occidentales? Parce que y compris les républicains dans la Chambre, l'ont pas mal amendé. Donc il faut évidemment que les chambres jouent leur rôle dans notre démocratie, même aux États-Unis. Thierry Breton, vous le savez aussi bien que moi, dans les grandes banques françaises, on commence à avoir une petite musique comme quoi la tutelle de la France par le FMI est toute proche. Non, ça je crois pas du tout, parce que je le tiens d'une très grande banque ce jour. Bon, moi je n'y crois pas du tout pour une raison qui est une raison, vous savez, comment les agences de notation nous notent. Les agences de notation nous notent en essayant de voir si dans quelques circonstances qu'on se trouve, on pourra payer les intérêts de la dette, c'est-à-dire rembourser les créanciers. Alors nous, on a donc une dette de 3300 milliards. La maturité de la dette de la France, c'est environ 7-8 ans. Ça veut dire que maintenant, il faut qu'on remette sur le marché
un 7e ou un 8e du stock. Mais même si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que ça implique une tutelle du FMI pour les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit? Je vais juste aller au bout parce que c'est très important. Et donc qu'est-ce que regardent ceux qui nous prêtent, c'est la capacité à rembourser. Et il y a une chose qu'on sait bien faire en France. Alors c'est une chose qu'on est vraiment là, on est même les champions du monde, c'est lever l'impôt. Alors ça, on est les champions du monde, et il reste le numéro 1. C'est nous qui levons le plus d'impôts parce qu'on est très très bons. Et en tant qu'ancien patron de Bercy, je peux vous dire que les équipes sont très très bonnes. Donc les agences savent que s'il y a vraiment un problème, eh bien on lèvera l'impôt, la TVA pourra passer de 20 à 21, puis à 22. On a toujours cette capacité. Et j'ajoute également que qu'est-ce que regardent aussi les agences de notation, Pierre Devinot, et aussi le FMI, je le dis sans vouloir faire peur à quiconque, mais ils regardent aussi, je vous explique comment ils fonctionnent, l'épargne. Parce que cette épargne, c'est une réserve. On en a 6 000 milliards, nous. Et donc, ils regardent ça en disant, voilà. Et ça, et ça revient à ce que je disais juste précédemment. On regarde si vous êtes solvable, en fait. Il y a des poches, Mais ça fait pas peur du tout. Mais non, il y a des poches. C'est ce qu'on regarde encore une fois, les agences. Et c'est la raison pour laquelle on n'en est pas là. Si jamais le FMI, évidemment, arrivait comme il a pu le faire dans des pays, y compris des pays européens, y compris du reste en Grande-Bretagne, on s'en souvient, sous Wilson. Donc, c'était pas très loin de chez nous. Il arrive et il dit, voilà, il faut faire ce qu'il a fait, par exemple, en Espagne ou en Grèce. Ça veut dire, il faut moins de fonctionnaires. Il fait quasiment ce que... Là, pour le coup, c'est la tronçonneuse. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il fait quasiment, et il faut évidemment pas en arriver là. On n'en est pas là, mais c'est bien pour ça qu'il faut que collectivement, eh bien, on prenne maintenant cet exercice. Parce que vous savez, on est dans une situation qui est extraordinairement incertaine. Politique, c'est pas à vous que je vais le dire. Vous en parlez tous les jours à votre micro. Personne ne sait si le gouvernement sera encore là dans 6 mois, dans 2 mois, dans 2 semaines. Et donc, comment engager à la fois les réformes qui vont bien et répondre à cette incertitude politique? Eh bien, au moins utilisons ce temps pour essayer de créer un consensus sur l'état des lieux entre nous, Français, qui sommes attachés, encore une fois, à cet héritage du Conseil national de résistance, mais dont on sait qu'il n'est plus finançable aujourd'hui par nos propres moyens.